qui est responsable de la programmation. Au REFAD, vous savez, il y a une direction générale à temps plein. Élodie étant la seule employée, une direction générale à temps partiel, je devrais dire. La seule employée à temps plein, c'est Élodie. Donc, c'est très normal que vous m'ayez peut-être jamais vu, mais que vous connaissiez très bien Élodie. Euh, donc, juste avant de laisser la parole à nos présentateurs aujourd'hui, je voulais vous donner une petite primeur. Je ne sais pas si les gens ont eu la chance d'aller voir, mais depuis lundi, nous avons un nouveau site. Le nouveau site web, le nouvel espace numérique qu'on occupe au REFAD. Ça a été tout refait, repensé, vraiment pour devenir un espace qui est plus structuré, plus intuitif, puis qui est plus utile aussi pour notre membership et pour les gens qui sont intéressés par la formation à distance et tout ce que ça veut dire. Donc, on vous invite à aller voir le nouveau site du REFAD. Ça devrait être relativement facile. Vous allez trouver vos repères facilement, mais vous allez voir aussi le nouveau modèle de membership qui entre en vigueur à partir du 1er avril. Donc, si vous êtes une personne qui fait partie d'une organisation membre, ces memberships-là viennent à échéance à la fin du mois de mars. Le nouveau modèle, je pense, nouveau modèle qui s'arrime mieux avec les ambitions des gens du réseau, tant au niveau individuel qu'au niveau organisationnel, qui est plus représentatif des différentes grandeurs d'organismes, si on veut, et aussi qui permet à un membership à plus grand déploiement, c'est-à-dire à l'international, de faire partie du réseau. On attire beaucoup de gens au niveau international, donc on a facilité tout ce qui est l'accès aux ressources et au réseau par le biais d'un nouveau modèle de membership. Donc, on vous invite à aller voir ça après le webinaire. Donc, c'est ça. Juste avant de commencer, je veux reconnaître que le REFAD, on est un réseau pan-canadien et on est situé sur sur des territoires autochtones traditionnels non cédés par voie de traité. Et on souhaite saluer ceux et celles qui, depuis les temps immémoriaux, en ont été les gardiens traditionnels. Nous exprimons notre respect pour la contribution des peuples autochtones à la culture des sociétés ici et partout dans le monde. La présentation de cet atelier est rendue possible grâce à l'appui financier du gouvernement du Canada et des membres du réseau d'enseignement francophone à distance. Merci à tous ceux et celles qui sont présents avec nous aujourd'hui. L'atelier est intitulé Comment créer ou adapter une ressource numérique en FAD. On a avec nous Cathy Jonca, qui est chargée de projet au pôle d'expertise interordre en formation à distance. Elle est respectivement responsable des volets des ressources éducatives numériques et des expérimentations technologiques. Avec elle, nous avons Marina Kaplan, qui est cofondatrice du Carrefour d'innovation et de pédagogie universitaire de l'UQAM et chargée de projets technopédagogiques. Elle s'implique également au sein de groupes d'intervention et d'innovation pédagogique à l'Université du Québec. Et finalement, pour finaliser le trio, Claude Potvin, conseiller pédagogique universitaire à l'Université Laval, spécialiste de la formation en distance. Il œuvre également au sein de l'équipe des ressources éducatives numériques du pôle d'expertise interordre en formation en distance, ainsi qu'à la Fabrique RL. Alors, Cathy, Marina et Claude, c'est un plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui. On vous laisse maintenant toute la place. Merci beaucoup, Judith. Alors, je vais... Ah, bonjour à tous. Ça fait plaisir. Je vois des petits noms connus. Ça fait plaisir de vous voir. Pour ceux qu'on ne connaît pas, c'est un plaisir de vous rencontrer. On a hâte de discuter avec vous. Judith le disait, donc en fait, aujourd'hui, on va discuter de comment est-ce qu'on crée ou adapte une ressource éducative numérique dans un contexte de formation à distance, puisque ça fait partie de nos mandats au pôle d'expertise d'accompagner ça. Et que notre intention aujourd'hui avec cette présentation, et je devrais dire cet atelier, ça va être vraiment de passer au travers toutes les étapes du processus qu'on utilise au pôle d'expertise, de vous faire vivre aussi un peu ce que ça toucher du doigt tranquillement, ce que ça pourrait signifier passer à travers ce processus-là pour expérimenter un peu puis comprendre les outils qu'on utilise. Et puis, on va finaliser ça en identifiant les bonnes pratiques, mais aussi les points de vigilance pour peut-être vous aider à réaliser vous-même, créer ou adapter ces ressources éducatives.
Donc, notre petite structure pour aujourd'hui, je vais vous présenter un peu ce que c'est que le pôle pour ancrer et comprendre justement c'est quoi notre mission et dans quoi s'inscrit finalement le processus qu'on va vous présenter. Ensuite, on va vous présenter le processus, on va rentrer en atelier en sous-groupe et puis ensuite de ça, on va se faire une petite réflexion finale de tout ça. Donc, pour ce qui est du pôle d'expertise, en fait, ce qu'il faut bien saisir, c'est que ça s'inscrit dans une grande entité qui s'appelle Campus Numérique Québec, qui est un projet du ministère de l'Enseignement supérieur au Québec, qui a pour objectif d'être un projet, si on veut, de vitrine de la formation à distance. Et ça se décline sous deux entités. Il y a ce qu'on appelle le pavillon de ressources éducatives numériques ou le pavillon REN dans notre jargon, qui est littéralement un espèce de catalogue ou de banque d'outils numériques pour soutenir l'enseignement et l'apprentissage. Fait que si vous cherchez des ressources éducatives numériques en français dans différentes disciplines, vous allez trouver des choses sur Pavillon Rennes. Et la deuxième entité, c'est donc celle qu'on représente avec Marina et Claude aujourd'hui, qui est le pôle d'expertise interordre en formation à distance. Et nous, notre mandat, en fait, c'est assez simple, c'est de mutualiser et valoriser la formation à distance au sein des établissements québécois. Et on le fait à partir de, en fait, 5 grands services, si on veut, qu'on offre. Donc, tout ça est entièrement subventionné et pris en charge par le ministère de l'Enseignement supérieur. Donc, on offre du soutien, de l'accompagnement et de la formation à des petites équipes pédagogiques qui sont en développement de cours ou de programmes en formation à distance. On a un service de veille et mobilisation des connaissances qui recense tout ce qui se fait en termes de recherche en formation à distance, qui le vulgarise pour qu'on puisse ensuite de ça l'utiliser sur le terrain. On a le volet d'aujourd'hui qui est les ressources éducatives numériques, je vais vous en parler juste après. Le volet dont je m'occupe qui est les expérimentations technologiques et finalement on organise toutes sortes d'événements et d'activités comme peut-être la semaine de la FAD que vous avez peut-être vu passer au mois de février dernier. Fait que je vous invite on va pouvoir en reparler, mais je vous invite à aller sur le site web, vous allez voir que tout est répertorié à cet endroit-là. Pour comprendre justement un peu le mandat spécifique des ressources éducatives numériques au pôle d'expertise, en fait, l'idée globale de ce volet-là chez nous, c'est d'adapter, d'évaluer et de créer des REN qui s'ancrent dans la formation à distance. Donc, c'était le mandat initial, c'était d'évaluer, de partager et de cibler les besoins qu'il pouvait y avoir dans le réseau. Et donc, il y a eu une première étape de recension de REN existantes. Donc, il y a eu une banque de ressources en FAT qui est complètement accessible dans notre site web. Et les mandats actuels, c'est d'évaluer des ressources éducatives numériques qui nous sont suggérées, proposées ou qui découlent, par exemple, de notre appel à projet, mais aussi de soutenir le développement et l'adaptation de ressources éducatives en FAT. Donc, je parlais d'appel à projet tout de suite, mais il y a aussi des groupes d'expertise, la rétroaction qui est possible. Et qu'on accompagne des équipes à développer et adapter des REN de qualité. Et c'est vraiment dans cette perspective-là que s'inscrit le processus de création et d'adaptation que Claude va vous présenter. Ah, OK, je pensais que c'est toi. Merci, Cathy. Je pensais que c'est toi qui présentais les objectifs. Mais aujourd'hui, notre objectif, c'est sûr qu'avec cet atelier-là, euh, on vous présente notre processus de développement dans le but que vous puissiez l'adapter. C'est sûr que ça se fait souvent au pôle. Il y a un appel, Cathy vient de le mentionner, il y a un appel à projet annuel. Donc, le processus a été élaboré un peu dans ce contexte-là. Mais évidemment, il est plutôt générique. Vous allez voir, là, c'est quelque chose qu'on peut adapter dans son propre établissement. Je tiens à mentionner aussi, c'est sûr que c'est un appel à projet du Québec, donc au REFAD, on sait qu'on a des gens de l'extérieur du Québec, donc c'est sûr que c'est pas vraiment accessible cet appel à projet-là. Par contre, des appels à projet, il y en a souvent au niveau provincial, il y en a au niveau des établissements, et on peut aussi créer des REN sans nécessairement avoir de budget qui est alloué, le processus va tenir toujours. Donc, le but d'un processus comme ça, c'est de structurer en différentes étapes. Hein, on améliore la qualité comme ça, on n'échappe rien. Donc, c'est sûr que c'est rassurant de façon générale. Et puis voilà, le processus en même temps, ben, vous allez voir, il est souple et très adaptable. Là, c'est bien illustré dans le schéma justement de la prochaine diapo.
Alors, voilà, si vous connaissez le processus ADI, ADDIE, c'est quand même très similaire. Il y en a un petit peu plus qu'ADI. ADI, il y a 5 étapes. Ici, on en a jusqu'à 7. Mais les étapes sont à peu près similaires quand même. Avoir l'analyse, la conception, le développement. Ici, on a sorti la médiatisation, développement aussi pour faire quelque chose de spécifique. Et la validation. Donc, oui, le bloc, évidemment, l'analyse, c'est préliminaire à tout le reste. Les étapes 2, 3, 4, 5 sont centrales. Il y a beaucoup de temps en général qui est mis, bien sûr, sur le développement, la médiatisation. C'est illustré par les petites horloges qu'on voit sous les bulles, justement. L'étape de validation qui suit, qui prend peut-être un petit peu moins de temps, qui est absolument nécessaire. Et ensuite, la diffusion. La diffusion, c'est un petit peu particulier. On ne voit pas ça dans la vie en général, parce que, évidemment, là, on parle de partage. Donc, le partage, il faut accorder un soin particulier à cette étape-là, au partage. C'est pas, vous savez, vous travaillez tous dans des établissements, c'est pas comme quand on crée des ressources, quand on est une personne enseignante, c'est pour un cours spécifique. Quand on est personne conseillère pédagogique, on va soutenir les personnes enseignantes au développement de ressources. Parfois, on en crée soi-même, et souvent, ça reste dans les services. Alors, c'est pas partagé, on se préoccupe moins de cet aspect-là. Alors, c'est pour ça que la bulle 6, là, c'est important, c'était sorti. Et la 7e bulle, là, la recommandation veille et mise à jour, ben, c'est la suite, parce que les ressources, elles continuent de vivre. Et puis, donc, c'est en pointillé, vous voyez, c'est aussi un cercle vicieux, mais vers l'avant. Donc, c'est l'essentiel du processus. Vous voyez, donc, plein de boucles de rétroaction parce que c'est un processus, souvent, on commence pas au tout début, on commence dans le milieu, on a déjà un bout de fait à gauche, à droite, et puis on améliore constamment, donc ça s'influence tout ça. Alors, c'est le processus général. Puis si on passe les étapes une après l'autre, donc l'analyse, vraiment, on s'assure de bien définir le projet. Je veux dire, les projets peuvent être en solo, peuvent être en équipe. Alors, on prend le temps de bien définir qu'est-ce qu'on entend. On a une idée souvent derrière la tête. Il faut la préciser, s'entendre tout le monde un petit peu la même chose. Il y a un choix de licence. C'est selon les droits qu'on veut accorder, d'accès, de modification à la ressource, etc. Donc, c'est sûr qu'on va s'alimenter, on va chercher des règles pour s'inspirer. Donc, la première étape. La deuxième étape, on est plus, bon, évidemment, c'est la conception. De façon générale, dans le design, il y en a qui disent qu'il faut consacrer à peu près 30 du temps à la conception. C'est pas négligeable. Donc, bien s'assurer, savoir où est-ce qu'on s'en va. On détermine la structure de notre contenu. On détermine on choisit des médias, on choisit des outils. On va élaborer un prototype avant d'aller trop loin. Et puis, on peut aller d'un petit peu déjà tout ça dans un premier tour de roue. Ensuite, l'étape 3, ben, le développement, vous tantôt, c'est une étape qui prend du temps. On rédige les contenus, on rédige les consignes, on va chercher des autorisations s'il le faut. Il faut faire la révision linguistique aussi. C'est une étape qui prend du temps de façon générale, mais si la conception était bien faite, ça se passe bien. Ensuite, la médiatisation. Si on a la chance d'avoir quelqu'un sous la main, une équipe technicien, technicienne en multimédia, des fois on a de la programmation à faire, du tournage, etc. Évidemment, ça prend du temps, tout ça. De plus en plus, on utilise, les outils sont conviviaux. Des fois, on n'a pas sous la main ces ressources-là spécialisées. On peut se débrouiller quand même assez bien maintenant pour faire des ressources de qualité. C'est surprenant. Oui, puis il y a l'IA en plus, là. Donc, c'est une étape évidemment quand même cruciale. Puis le look and feel, comme on dit, est très important pour éventuellement publiciser la ressource, attirer le regard. La 5e étape, c'est la validation, une étape qui est souvent négligée, hein, donc, mais il faut prendre le temps de le faire parce que c'est particulièrement dans le cas d'une reine, parce que c'est diffusé, hein, donc c'est plus dans notre cours, dans notre jardin, dans nos sites protégés. Donc, il faut vraiment aller prendre le temps d'aller valider auprès de nos publics cibles. Essentiellement, dans le cas de reine en formation à distance, ce sont nos personnes enseignantes et les professionnels, souvent, parfois les gestionnaires.
Et finalement, dans l'étape de diffusion, je n'ai parlé un petit peu de son importance. Il faut choisir des lieux, il faut préparer des fiches d'indexation, de données, parce que c'est ce qui permet le repérage, hein. On appelle ça le moissonnage aussi. Faire des activités de promotion, c'est très important parce qu'on ne travaille pas pour rien quand on partage. On dit, ben, on veut que les gens l'utilisent. Donc, il faut consacrer quand même du temps à cette étape-là. Et la dernière étape, je l'ai mentionné rapidement tout à l'heure, là, parce que la ressource éducative numérique, libre ou pas, elle va continuer de vivre. Donc, il faut s'assurer de sa mise à jour dans le temps pour la suite. Alors voilà pour les étapes principales là, du processus. On s'en va maintenant en atelier. Je vais laisser Marina présenter notre façon de faire. Voilà, donc comme vous l'avez vu, il y a plusieurs étapes. Et pour qu'on puisse avoir le temps d'en discuter de ces différentes étapes, on vous propose d'être en sous-groupe. Donc tout d'abord, un premier groupe qui travailleront ou discuteront plutôt sur les étapes 1 et 2, donc analyse et conception. Ensuite, un autre groupe en parallèle, hein, le tout en même temps, donc il faudra choisir les étapes 3 et 4, développement et médiatisation. Et enfin, un dernier groupe sur les étapes 5 et 6, validation et diffusion. Donc, nous allons utiliser un outil Miro pour prendre les notes, mais c'est surtout qu'on aimerait savoir qui est intéressé par quelle étape, parce que vous n'aurez le choix que choisir d'un groupe, malheureusement, mais comme on va revenir après en grand groupe, donc vous saurez qu'est-ce qui aura été dit dans les différentes étapes. Donc, par préférence, juste pour savoir un petit peu la répartition, pour savoir le nombre de personnes par groupe, qui est intéressé à plus discuter pour les étapes 1 et 2, analyse et conception, vous pouvez choisir c'est ça les petits pouces, donc quelques personnes. Les étapes 3 et 4, développement et médiatisation, un joli cœur. Il n'y a pas d'obligation, bien évidemment. OK. Et oui, vous pouvez également l'écrire dans le clavardage. Et l'étape 5 et 6, validation et diffusion. Un peu moins de personnes. OK, bon, ça, c'est pas gênant. De toute façon, comme on dit, c'est simplement pour voir un petit peu la répartition, pour savoir combien de personnes vont y aller. Donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a prévu des salles en sous-groupe. Donc là, vous avez directement dans le choix des salles, donc 3 groupes, vous pouvez choisir les étapes dans lesquelles vous souhaitez plus discuter aujourd'hui avec l'un de nous 3 pour ensuite revenir en grand groupe après à peu près 15-20 minutes d'échange. Donc là, vous pouvez aller directement en grand groupe et on se retrouve à 37, c'est ça, Cathy et Claude? Oui, 12h37. ce que tu n'as pas dit, je me permets, Marina, c'est si tu avais dit que tu étais dans les étapes 5-6, l'atelier des étapes 5-6, tu vas avoir plus de monde, hein? Tu l'as pas Non, dit? non, 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 c'est pas ça que j'ai dit. Oh non. Je Oui, n'encourage personne et je n'ai dit qui est avec qui pour justement que les personnes se focalisent plus sur leurs étapes de leur choix, bien évidemment. Mais comme je disais, donc là, vous pourrez travailler que dans un des sous-groupes, mais on revient après en grand groupe. Donc, vous pouvez directement aller dans la salle de votre choix. Elles sont nommées en fonction des différentes étapes. Et donc, c'est ça, Cathy et Claude, on se retrouve du coup maintenant à 38, 12h38. Parfait. À tout de suite. Et donc, on se retrouve séparément dans les salles. Je pense qu'Elodie va rester dans la salle principale. Donc, si vous avez des questions pour vous orienter dans les sous-salles, n'hésitez pas à lui demander. pour rejoindre les salles, vous cliquez sur l'icône salle qui apparaît dans Et votre là, barre il y a les d'outils. différentes salles qui sont. Et le bouton rejoindre. Alors, il a dit, s'il y a des gens qui ne savent pas, tu les assisteras à comment faire, tu les assistes, Oui, tu les déplaces. Tout à l'heure. à toutes. Elodie, je suis sur mon téléphone et du coup, je ne vois pas l'option des salles. Est-ce que tu pourrais me mettre dans la salle 3-4 pour l'étape 3-4? Oui, je fais ça. Merci.
Élodie, est-ce que tu es par là? Oui. Est-ce que tu pourrais déplacer, on n'était que Cyrielle et moi dans mon étape. Est-ce que tu pourrais la déplacer dans une des deux salles où il y a moins de monde, peut-être? Moi, je vois pas les Et chiffres. tout le monde est dans Ah, tout le monde la... est en salle. Ah, ben, ou peut-être envoie-la Ouais, dans l'étape 5-6 avec Marina. Parce que je ok. vois qu'ils sont Marina est avec une autre personne, fait qu'au moins ils vont Ouais, être c'est 3. ça. Ok. Je te remercie. Peut-être je vais aller même avec Marina, en fait, je crois, en même temps. Je vais aller le diriger Ouais, là-bas. ok. Peut-être on est déjà un peu dans l'étape 5 ou l'étape 2, donc il faut quand même accepter aussi parce que des fois, quand on suit un processus, on a l'impression qu'il faut que ça soit très rigide. Je suis dans cette étape, je ferme le dossier et je passe à l'étape suivante, mais là, on est constamment, donc petit point de vigilance là-dessus, de ne pas se sentir mal là, d'être dans cette mouvance-là. Voilà pour moi. Pour les étapes 5 et 6, validation et diffusion. Donc validation, c'est ça, c'est comment éprouver l'efficacité d'une reine. Bah, c'est vraiment s'assurer de répondre à un ou des besoins selon le public. Donc c'est vraiment important de le tester à l'interne et c'est souvent une étape qu'on néglige un petit peu parce qu'on en parle, on en discute, mais on ne le fait pas tester réellement. Donc, c'est important de le tester avant d'arriver des fois aussi à l'étape finale. Donc, pourquoi pas aussi d'avoir une validation préalable, comme le disait Cathy juste à l'instant, c'est des processus itératifs, mais on peut le faire bien évidemment avant pour pas arriver à la fin en disant, il est là à avoir su, je l'aurais fait différemment. On vous a mis, d'ailleurs, vous allez recevoir
les liens avec des outils. Il y a des fiches de rétroaction que vous pouvez utiliser aussi pour vous permettre de travailler sur des points de vigilance par rapport à ça. On a discuté également de la place de l'IA dans la création des rennes. Donc, on a parlé notamment de la déclaration de Martin Peters avec des points. Est-ce que ça rentrait en compte là-dedans? C'est des choses pour lesquelles on en discute au pôle, mais qui ne sont pas présentement intégrées dans notre processus parce que, vous le savez, ça bouge beaucoup au niveau de l'IA et il n'y a pas j'allais dire, pas de réglementation, c'est pas le bon terme, mais pas d'indication formelle puisque ça bouge de trop pour l'instant. Donc, au niveau de la validation, c'est ça, de le tester à l'interne, puis dès qu'il y a un projet ou une reine, pardon, excusez-moi, à peu près abouti, mais sans arriver au 100% de l'aboutissement. Et la diffusion, mais vous créez pas ou réadaptez pas une reine aussi pour rien. Le but, c'est qu'elle soit utilisée. Et donc, où est-ce que vous allez la partager? Oui, dans vos établissements ou organismes à l'interne, mais on parlait aussi de comment la diffuser au plus large. Il y a la possibilité de la déposer aussi au pôle, hein. Si c'est une reine francophone, vous pouvez tout à fait la partager pour que ça rayonne le plus possible. Mais ça emmène quoi? Ça emmène d'autres étapes par la suite de veille. On va en voir par la suite. Donc, c'est où la diffuser pour que ça soit le plus possible utilisé. Puis quels sont les outils de promotion? Comment vous allez parler de cette reine-là pour la faire connaître, en parler, puis avoir de la rétroaction aussi dessus. Donc c'est important. Donc voilà un petit peu pour toutes les étapes. Donc ça nous ramène au processus global. Et la dernière petite étape, donc on a vu l'analyse, la conception, le développement, la validation, la diffusion, mais il faut penser aussi à qu'est-ce qu'on en fait par la suite de cette reine-là. Donc planifier une stratégie de veille. Donc est-ce qu'on sait qu'on a des outils qui sont susceptibles de changer? Je ne parle pas de l'IA comme je l'ai dit tout à l'heure parce que c'est en mouvance, donc ça c'est sûr que c'est quelque chose qui va changer, mais est-ce que vous vous mettez des points de repère? Vérifiez aussi que le lien est toujours actif, non brisé. Qui va mettre à jour la reine à un moment donné? Comment ça se passe aussi par rapport à ça? Donc, si vous regardez des fois sur Internet ou vous recherchez une reine existante, vous tombez des fois sur des choses qui sont, j'allais dire archaïques, un peu plus vieilles, mais le sujet est intéressant parce que c'est toujours d'actualité, mais par contre, les pratiques ont évolué. Donc là aussi, pensez à vous avec vos propres reines, qu'est-ce que vous voulez en faire, puis comment vous les partagez par la suite et comment vous les mettez à jour. Donc, vous retrouverez l'intégralité du processus avec tous les outils aussi, donc les hyperliens, le processus complet, le processus de la REL, tous les liens utiles, donc aussi les banques de ressources du pôle, mais pas uniquement, comment on partage justement une reine si vous avez envie que votre reine ou vos reines soient diffusées le plus largement possible. Vous retrouvez bien évidemment le processus de création et d'adaptation d'aujourd'hui et ceux qui ont eu l'opportunité de travailler sur l'arène d'exemple du cycle de vie, vous la retrouvez également. Donc tout cela pour vous dire que le processus de création et d'adaptation, vous êtes presque des experts, nous disait Claude, voire des experts tout court, donc peut-être que c'est juste de la bonification sur certaines étapes, mais qui sont néanmoins très importantes. Donc nous, ça nous fera plaisir de discuter. Puis là, on a encore quelques minutes, donc s'il y a des points que vous voulez partager avec nous, j'allais dire c'est maintenant ou jamais, parce qu'il nous reste que quelques minutes, mais par la suite, vous pourrez de toute façon nous écrire ou partager vos reines. Donc dites-nous un petit peu ce que vous avez pensé de ce processus et s'il y a des points qu'on aurait oubliés, parce que nous aussi, hein, c'est une reine que nous avons créée, donc nous sommes ouverts aux rétroactions, bien entendu. Et là, j'ai fait fuir tout le monde. Par clavardage ou par micro, ça nous fera plaisir d'entendre. Allez-y. Justin, je m'excuse. Bonjour, c'est Justin. Bonjour, Alors, Justin. le schéma du processus que vous aviez présenté au début, j'ai remarqué que, enfin, il y a des éléments communs, par exemple, passer de la conception au développement. Il y a des éléments communs là. Qu'est-ce que vous y mettez? Le fait qu'il soit en processus avec les petites flèches, c'est ça que vous voulez dire? Non, Non, entre les excusez-moi. deux, conception, développement, ensuite développement à la suite, il y a des éléments qui sont communs dans le diagramme que vous avez présenté Ouais, au début. Voilà. je peux Entre peut-être. 2 et 3, entre Ah 3 oui, et la 4, petite zone qui sont en... Oui, oui, oui. oui.
On en Est-ce a que... juste. Je peux commencer, puis Cathy poursuivra. Oui, en fait, c'est clair que la zone est pas toujours facile. C'est pas toujours facile à séparer. C'est sûr que la conception, on se concentre vraiment plus sur la planification de la démarche. Euh, on discutait tout à l'heure du fait que c'est sûr que maintenant, dans la conception, avec les outils qui sont de plus en plus conviviaux, on s'en va jusque-là, hein. On s'en va même faire un prototype, ce qui n'était pas le cas avant, il y a 10-20 ans. On faisait pas on faisait des maquettes parfois papier, mais maintenant, on s'en va même réaliser une partie de ce à quoi ça va ressembler. Donc, on est beaucoup plus près. Vous avez raison d'interroger cette différence-là entre les deux phases. Donc, on est déjà un peu dans le développement quand on fait de la conception. Mais la distinction qui est très importante à faire, c'est qu'il ne faut pas aller trop loin. Il faut commencer, valider ce qu'on fait. Par exemple, une première esquisse d'un schéma, un premier chapitre bon, peut-être pas chapitre, mais les premiers paragraphes d'un document. Bon, parfois, oui, on a des œuvres un peu plus élaborées qui vont jusqu'à être des chapitres, mais on fait un premier segment typique de la ressource avant d'aller trop loin. Alors, dans la conception, c'est ce qui se passe. Je ne sais pas, Cathy, si tu veux ajouter quelque chose au niveau du développement. C'est la même chose pour les étapes similaires. Ouais. Merci. Moi, j'avais peut-être une petite question, parce qu'on se disait l'atelier, nous, on vise à faire en sorte que les gens développent des rennes et les partagent dans vos établissements. Il y en a quelques-uns, quelques-unes qui avaient des projets. Qu'est-ce qui vous manque pour justement les partager, les développer? Est-ce que c'est un petit coup de pouce financier? Est-ce que c'est un coup de pouce de main-d'œuvre parfois? De manque de temps peut-être? Je ne sais pas s'il y en a qui veulent peut-être dire un petit mot là-dessus. Vocalement ou dans le chat, les finances et le temps, hein, Sylvie, Oui, oui. le nerf de la guerre. Mais c'est aussi pour ça que c'est important, vous me permettez une petite parenthèse, de regarder s'il y a des reines existantes, puis leur licence. Parce que, comme j'expliquais en sous-groupe, s'il y a une reine existante qui aborde les trois quarts d'une thématique qui vous intéresse, mais qui ne va pas jusque vous, vous allez, ben, et qu'il y a la licence qui permet de la modifier, ben, autant justement, tout en respectant le droit de la reine et de la reine, de repartir de ça, puis d'aller, vous, dans l'approfondissement ou l'orientation qui vous intéresse. Donc là, vous gagnez du temps par rapport à ça, parce qu'il y a déjà peut-être un contexte ou quelque chose qui est là. Après, c'est sûr que si c'est innovant complètement, ben là, la charge de travail est plus importante. Mais avec tous les outils qu'on vous a fournis, on espère en tout cas que ça soit une reine de qualité puis qui vous permet justement de gagner du temps dans le sens où c'est pas arrivé à la fin, on dit ah flûte, il me manquait une étape ou un critère. Ça vous aide, Sylvie? Super. Vous avez une idée? D'ailleurs, j'aurais envie on n'en a pas trop parlé dans notre sous-groupe parce on a discuté de plein d'autres choses, mais il y a un outil qui est vraiment intéressant dans le processus, dans l'étape de validation, qui est la grille d'auto-positionnement de sa propre ressource, qui est vraiment intéressant. Donc, ça vous permet de regarder votre ressource, puis à partir de notre grille, de pouvoir déterminer la différente, je vais dire les différentes qualités, en tout cas les qualificatifs. Donc, c'est vraiment une petite grille d'auto-positionnement. Il y a des petits critères avec des indicateurs. Vous cochez, puis ça peut vous donner un peu un premier retour là sur votre ressource déjà en partant. Fait que je vous invite vraiment à aller est accessible à partir du processus là, dans Je le vous la guide ou dans le partage là, schéma. c'est ça. Je vous l'ai Merci partagée, mais Marina. Ouais. vous les avez avec tous les petits outils à chaque fois. N'hésitez pas à aller voir. Ouais. Donc ça, Sylvie, ça va vous donner des petits trucs et astuces aussi. Oui, merci beaucoup. Moi, je démarre complètement novice dans le processus et puis j'ai des collègues qui sont plus avancés que moi, mais j'aime bien le cadre. Là, vous avez à foison des outils, donc vous aussi regardez un petit peu ce qu'il existe dans votre établissement, puis ce qu'on vous propose, parce que des fois, il y a aussi des cadres un petit peu différents en fonction de vos contextes, bien évidemment. Puis c'est ce qu'on disait, c'est que vous pouvez soumettre aussi votre ressource au pôle, puisque nous, on l'analyse, on vous fait une fiche de rétroaction, puis on vous dit les points d'amélioration, les choses manquantes, etc., pour que vous puissiez le retravailler aussi. Puis pourquoi pas l'héberger chez nous, bien évidemment, pour diffuser au plus grand groupe votre ressource.
Je pense que ça dépend aussi de la clientèle qu'on a, Tout à fait. que vous êtes. Parce que là, je pense à mes enseignants, mais de ce que j'ai vu lorsque je suis allé parmi les ressources, c'est surtout pour les gens qui ont découvert un nouvel outil et là, qui préparent, de ce que j'ai vu, là, les Oui, c'est ça, exemples parce qu'il y en a que d'autres qui j'ai arrivent. Il tirés, y en a où 1500 c'était en soit tout comment et là, enseigner il à y en a la moitié. distance, Ouais. comment ci, comment ça. Ça fait, je ne savais pas peut-être que les ressources développées dans votre section-là que vous avez, c'est surtout pour des mises en marche ou Pas que, mais différents c'est vrai que outils, celles là, qui sont comme présentement, si tu es enseignant, mais effectivement, là, tu vas, ouais. Mais vous tu vas pouvez aller trouver beaucoup une plus loin que ressource ça. pour te... Oui, non, allez-y. Oui, tout à fait. Non, mais vous avez raison parce qu'on en Mhm. a, il y en a 1500 qui ont été analysées, puis là, il y en a à peu près que la moitié pour l'instant qui sont diffusées. Mais effectivement, les premières que vous voyez, c'est peut-être effectivement du démarrage, de la mise à jour, la formation à distance, Mhm. parce que bien évidemment, nous, c'est pour la Oui. formation à distance. Mais si vous avez de l'expérimentation, vous avez d'autres niveaux, c'est tout à fait acceptable. Il n'y a pas du tout de contraintes, au contraire, de critères de niveau. Donc, ça nous fera peut-être plaisir justement d'analyser d'autres choses avec des niveaux plus avancés. Le seul critère, c'est la langue. Parfait, merci beaucoup. Merci à tous les trois. Merci beaucoup. Oui, donc on se retrouve la semaine prochaine pour le dernier atelier de l'année qui s'intitule Optimiser sa réussite en FAD, un indispensable avec Sylvie Grimard et Wendy Dan de la SOFAD. Et encore une fois, merci beaucoup. Merci à tous. Merci à vous. Bonne Au revoir. journée. Merci. Merci. Au revoir.